dit qu'il faut arriver à passer par des chemins qui facilitent le déplacement, la liaison interurbaine, inter-État, ainsi de suite. Alors, de ce fait, il faut des chemins qui sont en tout cas propices au déplacement rapide et aisé surtout. Ça fait que la bonne qualité des revêtements bitumés là, ça contribue à la sécurité des usagers et puis à leur confort. On pourrait voir, comparer quelqu'un qui passe sur cette chaussée comparativement à quelqu'un qui fréquente donc une route où il y a excessivement de nids de poules. Vraiment, ils ne sont pas dans le même confort. Et du coup, ça perturbe donc, et n'en parlons pas des dégâts que ça pourrait créer sur les roues, les pannes, les retards, et ainsi de suite. Alors, mais ces revêtements, qu'on le veuille ou pas, que ce soit bien fait ou pas, ça va se dégrader. Ça peut être lié à l'usure, c'est-à-dire le temps. Ça peut être lié à la mauvaise exploitation et ça peut être aussi lié à la mauvaise qualité des travaux. Donc, quand je dis le temps, ça peut être les pluies, les feux de brousse, d'autres facteurs qui ne dépendent pas des humains, qui font que tôt ou tard, ça va se dégrader. Ensuite, il y a, comme je dis, la mauvaise exploitation et aussi la mauvaise qualité des travaux qui font peut-être que ça ne va pas durer. Alors, maintenant, chaque fois et dans chaque pays, nous se rendons compte qu'il y a des organismes qui sont là pour pouvoir faire le suivi donc, de ces travaux-là et pour pouvoir faire des travaux de maintenance au fur et à mesure. Et pour pouvoir faire ça, ils sont obligés de faire une sorte d'évaluation au préalable de l'état des routes. C'est-à-dire qu'il faut aller relever la géométrie du trafic routier, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir disposer des informations précises en temps réel et donc pour pouvoir déclencher il peut faire des mesures donc, pour pas avoir des éléments électriques et donc détecter une route avant donc, de fournir ça aux services habilités et puis déclencher des travaux à travers ça. Alors, ça a beaucoup d'avantages parmi lesquels on peut citer. Le premier, c'est le fait que la collecte des données là, peut être souple et puis rapide. C'est-à-dire que si on a des cas, c'est des robots, on peut, nous, pour notre solution, on propose donc un drone qui est programmé automatiquement, il survole le tronçon, il va collecter. Il peut être limité en termes de batterie, mais l'équipe est là avec des batteries secours. Donc, dès qu'une batterie s'épuise, le drone revient, on change de batterie et puis pour poursuivre. Et comme c'est un chemin linéaire, en quelques heures, le drone a parcouru des centaines de kilomètres et puis collecté des images. Deux, on peut avoir une base de données peut-être qui sert dans le présent et qui peut servir dans le futur. Parce qu'une fois que c'est collecté, on peut stocker et donc ça peut être utilisé même par nous, les chercheurs et d'autres chercheurs pour pouvoir faire donc de l'entraînement dans ce domaine. Et le troisième point, c'est le traitement et par exemple la détection, c'est automatique. Tu donc mettre en place un algorithme qui prend, une fois qu'il est entraîné, il prend, il détecte et puis il nous donne ces informations. Maintenant, nous, ce que nous ajoutons avec le drone et puis les outils liés aujourd'hui à la cartographie, à la possibilité, donc, après collecte et puis après détection des anomalies, on reconstitue les images pour avoir des défauts qu'on peut localiser sur chaque tronçon. C'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur un nid de poule détecté, on nous donne ses coordonnées et on dit que ce sera à tel endroit, ainsi de suite. Pour permettre quoi? Les cas où il y a les grands trous qui descendent en bas de véhicules pour pouvoir localiser, il faut aller sur le terrain. Avec ces cas, on a les coordonnées et puis bon, l'équipe se déplace directement sur le tronçon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui existe en la matière en termes de recherche? Alors, on a séparé, c'est-à-dire les méthodes qui sont utilisées pour acquérir les données et les méthodes qui sont utilisées pour pouvoir faire donc, le traitement et la détection. Pour les méthodes d'acquisition, on peut remarquer que dans certains pays, pour nous, je pense que c'est via des moyens manuels, hein, je vais venir, mais pour ce qui est de la technologie et ce sur quoi les chercheurs sont pensés, il y a les moyens utilisés qui sont les caméras numériques, il y a les systèmes de laser, les LIDAR. Généralement, c'est pour les fissures. Donc, on met donc un faisceau de laser derrière un véhicule qui passe, au fur et à mesure qu'il passe, donc le signal de laser là est réfléchi. Selon qu'il y a ou pas une fissure, ça va bon pouvoir restituer ces informations et ça permet donc de faire donc les détections et ainsi de suite. C'est la même chose. Après avoir fait les travaux, d'autres utilisent donc les véhicules pour pouvoir tester, pour voir. Donc, non seulement il y a la charge qui pèse pour voir s'il n'y a pas de creux qui peut s'enfoncer et aussi ça permet donc de prélever les informations à travers donc les types de caméras sous forme de lumière. Il y a le robot qui peut donc parcourir. Là, lui, il est au sol. Et quand c'est le drone, maintenant, c'est juste à hauteur.
Et ça n'empêche pas les gens de circuler. Il suffit de prendre une attitude de drone qui permet donc aux usagers de parcourir et on collecte des informations. Maintenant, pour les moyens de traitement et de détection, il y en a beaucoup. Les chercheurs ont travaillé sur, par exemple, les algorithmes SVM, par exemple, les CNN, les réseaux CNN, les RCNN, les FAST SNN, le YOLO. D'autres ont utilisé MATLAB, par exemple, pour pouvoir faire de l'analyse et pouvoir déceler dans les anomalies après traitement et puis même reconstituer. Et d'autres utilisent des applications mobiles. C'est-à-dire qu'il y a des smartphones aujourd'hui qui ont des applications installées. On parcourt et puis on peut photographier et en fonction de ça, ça analyse les images pour pouvoir nous fournir des informations. Au-delà de ce que ça peut fournir, comme les cas des informations du trafic routier, ça peut aussi déceler les anomalies sur les toits, c'est-à-dire le drone avec l'analyse automatique par un algorithme et aussi la localisation. C'est surtout la localisation qui manque dans beaucoup de travaux quand nous avons essayé de parcourir. Alors, ce qui fait que nous avons décidé de procéder de cette manière. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer à un certain nombre d'anomalies sur les routes, c'est-à-dire sur les bitumes, et donc pouvoir collecter des images et un trait à ça, pour pouvoir entraîner. Et ce type d'anomalies, on les a classées en 3 familles, et donc ça donne 4 éléments. La première famille, c'est la fissuration. C'est-à-dire que quand on fait des bitumes, il arrive que ça commence à se fissurer. Et ces fissurations-là, ça peut être sous forme de fissures qu'on peut voir clairement, ou bien ça peut être la deuxième forme qu'on appelle les faïssages. Ça commence à se casser un peu, et tôt ou tard, ça va donc déboucher sur les nids de poules qui sont les niveaux un peu avancés. La deuxième famille, c'est les déformations. C'est-à-dire que si ce n'est pas bien damé, je ne sais pas du domaine, ceux qui sont du domaine pourront nous dire, par exemple, les véhicules lourds, j'ai constaté sur certains tronçons de la route à Ouagadougou, par exemple, quand on parle, tant qu'on sent qu'il y a eu donc des ornières, de sorte que le volant est canalisé par ce qui est prévu ici. Donc, le chauffeur, il faut qu'il attrape bien son volant pour pouvoir sortir. C'est déjà une défaillance. Et le dernier, le pire des cas, et on va dire que c'est le dernier niveau, hein, c'est les arrachements qui sont matérialisés par les nids de poules et qui sont très dangereux parce que ça peut créer des accidents, ça peut blesser les pneus, ça peut entraîner des pannes, ainsi de suite, et ça perturbe véritablement. Alors, comment nous avons procédé? Nous avons utilisé des données collectées et nous avons fait une multitude de données pour pouvoir voir est-ce que ça va impacter nos résultats. C'est-à-dire des données collectées, des images simples et des images avec le drone pour voir qu'est-ce que ça peut apporter comme changement et puis performance. Donc, on prend ces données-là, on essaie de les annoter et donc on va les annoter et puis les faire valider à travers YOLO V8. Ensuite, nous prenons pour la partie des tests, nous avons préféré prendre les images de drone pour être sûr, parce que là, on a besoin de reconstituer avec les coordonnées pour pouvoir avoir donc un modèle numérique de terrain pour pouvoir donc exploiter les données donc, aux techniciens. Donc, nous allons prendre uniquement les images de drone ici pour pouvoir venir faire les tests. Donc, si on détecte que c'est un nid de poule, on le fait partir pour pouvoir faire la localisation. Dans le cas contraire, bon, on laisse cette image, elle n'est pas trop importante. Donc, ce qui veut dire que il y a des images, une bonne partie des images qui ne seront pas prises en compte dans la localisation parce que ça n'a vraiment pas de cible. Mais comme c'est des images de drone, nous savons qu'il y a des pourcentages de recouvrement. Ça n'a toujours les images manquantes dans l'effet de la route. Alors, donc, première étape, nous connectons les données par drone. Donc, on fait un vol linéaire, c'est-à-dire le long de la route. On prend une latitude 10 mètres. Le choix de latitude est variable et ça dépend de la zone, ainsi de suite. Nous avons pris 10 mètres pour ne pas déranger les usagers, pour ne pas aussi avoir les problèmes d'obstacles liés au feuillage des arbres. Et aussi, si on part trop en altitude, on risque d'avoir une image qui va prendre une bonne partie donc, de l'endroit à droite, à gauche de la route, c'est-à-dire les arbres. Or que nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie de la chaussée. Et donc, avec une caméra RGV, et puis on prend un taux de recouvrement de 80%. Ce taux, il nous permet donc, si une image a été mal prise ou bien il y a des informations qui manquent dans une des images, on a encore 80% de chances de rattraper cette partie-là dans les images qui vont suivre, dans ces clichés. Donc, ce qui fait que ce taux-là est acceptable et il est réglé automatiquement en fonction de la vitesse du drone. Ensuite, nous faisons donc la validation des images et puis donc, naturellement, la validation et puis les tests. Pour la validation, nous avons utilisé RoboFlow, de sorte que c'est plus facile à transférer sur donc, le Google Colab et puis pouvoir faire donc, notre travail. Donc, l'entraînement, la validation, la détection, nous avons utilisé donc, le YOLO V8. Nous allons dire pourquoi, parce que c'est sorti juste en janvier à côté de la version YOLO V8. Et ensuite, après la détection, nous allons faire l'alignement. C'est-à-dire que nous prenons, il faut exporter l'ensemble des images que nous avons utilisées pour pouvoir faire notre test et on va essayer de les reconstituer pour avoir un modèle numérique de terrain. Et sur ce modèle numérique-là, on fait sortir dans une sous forme de carte et au format géotif qui donc donne la route
et avec les différents points clés, c'est-à-dire les anomalies détectées. Il suffit qu'on se positionne sur une des anomalies, ça me donne les coordonnées, ce qui est plus facile à exploiter pour les techniciens et donc pour se rendre sur le terrain. Et là, on peut faire ça à travers l'outil, le Piscade Map, c'est lié avec les applications de drone. Alors, le YOLO V8, comme j'ai dit, c'est sorti juste en janvier 2023. Pourquoi nous l'avons utilisé? Bon, ça a raison de sa rapidité par rapport aux versions antérieures de YOLO. C'est aussi précis par rapport aux versions antérieures et actuellement, c'est très facile à implanter. Et donc, comparativement aux autres algorithmes de détection en deep learning, il y a les deux familles, principalement, c'est-à-dire les modèles en deux étapes, c'est-à-dire la famille CNN, RCNN, et ainsi de suite, et la famille en une étape, c'est YOLO, Ginama, et puis les SSD. Donc, si nous faisons le point des comparaisons en termes de performance, on se rend compte que, bon, le FAST SNN, c'est la dernière dans la classe des CNN, et ainsi de suite. Bon, en termes de vitesse, là-bas, c'est un peu limité. La rapidité, c'est un peu limité. La précision, elle est moyenne. Bon, là-bas, il n'y a pas de possibilité de localisation de cibles sur l'image. Et il faut faire ça en deux étapes. Donc, il faut faire la génération, ensuite la classification des régions. Or que quand on prend le YOLO et puis le SSD, bon, là-bas, c'est en une seule étape qu'on fait la détection. Et donc, maintenant, c'est le YOLO et puis le SSD qu'il faut comparer. Nous avons vu que quand c'est le SSD, en termes de rapidité, c'est moyen. Mais le YOLO est assez rapide. Surtout la version 8, c'est plus rapide. Mais quand on vient en termes de précision, on peut se rendre compte que le SSD aussi est beaucoup plus avancé par rapport au YOLO. Mais la version 8 aussi, c'est beaucoup amélioré. Sinon, les deux permettent donc de faire donc, la localisation. Tu viens de dire qu'il fallait prendre un algorithme. On a préféré utiliser le YOLO V8 comme on a utilisé dans beaucoup de travaux antérieurs. Alors, le matériel, donc comme on a dit, on a utilisé un drone DJI Phantom 4 RTK. Alors, ce type-là, pourquoi on a pris la version RTK? En fait, c'est plus précis en termes de localisation. Donc, la précision est centimétrique comparativement aux autres drones. Donc, c'est elle qui va connecter les images. Donc, ces images-là comportent un certain nombre d'informations qui permettent donc de reconstituer et puis donc pouvoir avoir le modèle de terrain. Et on utilise un PC pour l'analyse. Et nous avons exploité le Python 3 sur le notebook de Google Colab. Pour le dataset, comme je l'ai dit, nous avons exploité une multitude de données images, c'est-à-dire 9244, comme dans les séances passées, les gens ont dit en matière de IA, c'est la donnée. Alors, nous avons essayé d'agrandir nos chances de précision en augmentant le nombre de données à 9240 images. Donc, nous avons pris 6091 images pour pouvoir faire donc l'entraînement. Et dans cette partie-là, il y a non seulement des images de drones, il y a non seulement des images de caméras simples, ainsi de suite. Nous avons préféré mélanger et pour pouvoir faire. Et quand on dit ces images de drones à une autre image, naturellement, les images n'ont pas les mêmes dimensions. Mais avec la version 8 de YOLO, on n'a pas de problème. On n'a pas besoin que toutes les images soient uniformes. Ça permet donc d'entraîner. Maintenant, c'est par rapport à la taille de l'image de test que quand c'est différent, nous allons voir dans les résultats, ça impacte un peu la précision au niveau des résultats. Et pour la validation, nous avons utilisé 2014 images. Et pour le test, ça, c'est uniquement des images de drone parce que nous avons besoin de ces résultats-là. On va les prendre pour reconstituer, pour avoir le modèle numérique de terrain. Donc, nous avons pris pour le test-là les 1055 images de drones collectées. Nous avons pris 3 tronçons de ville parce que c'est carrément dans les périphéries. Étant donné les contextes sociopolitiques ici aussi, on n'autorisait pas le vol de drones aux environs de la ville. Bon, avec l'agence, nous avons essayé dans les périphéries et quand ce sera concluant, donc pourquoi aller donc au déploiement aux environs des grandes villes. Alors, après, donc, quand on regarde les résultats, à l'entraînement, on se rend compte que notre matière de confusion là donne quand même quelque chose qui s'approche de la moyenne. On va dire que c'est assez précis parce qu'on se retrouve autour de 80 et quelques % donc de précision. Et donc, on peut constater que dans la validation, presque tout ce qui est cible a été inspecté et a été décelé. Dans ces cas où les anomalies là sont quand même éparpillées, où il n'y a pas un grand nombre de nids de poules. C'est généralement quand les nids de poules là sont concentrés dans une zone qu'il y a problème. Et autre précision qu'il faut faire, nous avons dit qu'il y a naturellement les fissures, les faillissements, les ornières, mais dans notre annotation, nous avons préféré prendre la même étiquette pour dire que c'est nid de poule, parce que dès que ça atteint un niveau donné, après, donc, nous allons faire la classification, c'est-à-dire dire que ça, là, c'est fissure, ça, là, c'est ornière, mais le but, c'est de dire que c'est dégradé pour le moment. Alors, ce qui fait que quand on voit les résultats, donc les cas de fissure, par exemple, juste sur la route, a été détecté. Les nids de poules
a été détecté. Nous avons pris par exemple notre taux de confiance autour de 0,25 et donc tout ce qui est supérieur arrive à être détecté. Même les tas de où j'avais fait des travaux sans arriver à les boucher, sans être détecté. Alors, ici, la précision avoisine les 86,7%, ce qui est appréciable. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été au-delà? Parce que le YOLO V8 quand même permet d'aller beaucoup plus au-delà. Et ça peut être lié à beaucoup de paramètres. Donc, nous pouvons voir qu'en termes de rappel, nous avons 78,8% et le F1, c'est 82,5%. Ça détecte en tout cas partout où il y a eu des anomalies liées à des nids de poules. Maintenant, les situations où ça n'arrivait pas, on va voir, c'est lié en général au fait qu'il y a beaucoup d'anomalies. Et dans l'annotation, si la personne qui annote là n'est pas patiente pour pas prendre soit nid de poule par nid de poule, c'est les tronçons qui sont véritablement détériorés. Soit si on est fatigué, on essaie de prendre tout en un coup, et là c'est toute la route, on dit c'est détruit. Ou bien si on veut prendre nid de poule par nid de poule, c'est fastidieux. Et donc quand on procède comme ça fait que au test aussi, on se rend compte qu'il n'arrive pas à prendre tous ces éléments-là, élément par élément. Donc, il peut prendre des éléments et laisser des éléments. Donc, voilà, à travers donc, la détection, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons exporter donc ces images testées-là. Et on va essayer de mettre ça sur l'outil Piscade Mapper. Il permet de travailler uniquement avec des images de drone ou en tout cas des images qui ont des coordonnées géographiques. Et surtout, son paramètre, il a des algorithmes assez puissants. Qu'est-ce qu'il faut faire? On essaie de reconstituer donc pour avoir la portion de route. C'est toute une carte, hein, comme elle ne peut pas être sortie, on a pris juste une portion. Donc, elle fait sortir la route avec ces informations-là. De sorte que s'il y a des anomalies après notre test, et chaque anomalie donc, est repérée, on donne le taux de détection et on donne donc le point qui donne dans les coordonnées. Et donc, de sorte que si c'est un élément qu'il faut suspecter, on va donc regarder les coordonnées et se référer à la proportion là sur ce modèle de carte. Et c'est ce modèle-là que nous avons imprimé et nous donnons aux techniciens. Donc, ils doivent se rendre sur le terrain pour pouvoir faire les travaux. Donc, nul besoin à ce moment de dire que nous allons aller faire d'autres inspections parce que la carte est donnée avec les anomalies et puis les coordonnées. Ils verront là où c'est CRIA qui peuvent et là où ce n'est pas CRIA qui ils vont laisser à un temps, ainsi de suite. Là. Ça donne ce résultat. Mais n'empêche que, comme je l'ai dit, il manque des éléments parce que nous avons fait des cas de faux négatifs. C'est-à-dire que ça devait être détecté, mais ça n'a pas été détecté. On peut voir ce cas. On en voit qu'ici aussi, il y a des nids de poules qui ont tenté d'être la réparation. Ça fait donc soit des élévations, des creux qui n'ont pas été détectés. Par contre, ce qui est réellement censé être un nid de poule, quand bien même prendre que ça aussi, c'est des anomalies. Donc, c'est des dégradations de la route que le modèle n'arrive pas à détecter. Comme je dis, la raison, c'est le fait qu'il y en a beaucoup. Tant que la personne ne sélectionne pas bien et puis être précis dans les annotations. Autre chose qui impacte aussi, c'est la disparité entre les tailles des images. Par exemple, les images, d'autres sont à 640, ainsi de suite, d'autres sont à 1000. Quand c'est les drones, ça peut aller jusqu'à 2000, les LAS, ce qui fait que les images n'ont pas la même taille. Ça impacte la précision. Donc, c'est pour dire que pour une meilleure précision, il est conseillé d'avoir les mêmes tailles d'images à un niveau, que ce soit au niveau de l'entraînement, la validation, et surtout au niveau des tests. Pour uniformiser, ça me donne beaucoup de chances d'avoir des précisions. Ce qui fait que le résultat, grosso modo, ça détecte jusqu'à 80 et quelques pourcents de taux de détection. Alors, en conclusion, on peut voir le modèle, ça avoisine les 86,7%. Cette solution-là, elle permet, par exemple, aux techniciens, nous avons travaillé avec l'Agence autonome des travaux publics au Sénégal ici, qui, comme ils nous ont permis donc de faire le test en périphérie, collecter les images en périphérie, ils vont essayer de voir, et quand on le remet, ils demandent maintenant de faire le déploiement de la solution. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que les techniciens eux-mêmes fassent le travail, on va juste collecter et ils vont, après traitement, donc, prendre ces résultats sous forme de cartes qu'on expose et même avec ceux qui font les bailleurs de fonds pour pouvoir juger si la portion est à réfectionner ou elle n'est pas réfectionnée. Parce que ça permet donc de performer les moyens d'inspection des états de route et pour ne pas à chaque fois avoir des équipes et ainsi de suite. C'est pour dire que l'IA offre des opportunités dans ces domaines parce que nous savons qu'il y a des tronçons, que ce soit au Burkina, un peu dans la sous-région, qui sont vraiment impraticables. D'autres, c'est les usagers qui relaient, d'autres, on peut photographier, envoyer, mais tant que les techniciens ne sont pas sur le terrain, bon, ils n'ont pas les informations. Donc, avec ces moyens, il suffit d'envoyer donc un drone qui connecte, et puis on a ces informations, on peut les traiter en temps réel pour avoir une carte qui permet donc de se défendre devant qui pour avoir dans des fonds pour réfectionner ce type de travaux-là. Voilà le point, et puis quelques éléments de référence bibliographique.
Monsieur Bazongo, si vous êtes là, je peux m'arrêter là pour prendre des questions, les observations, les apports, s'il y en a, parce que c'est un papier que nous avons soumis qui a été accepté et reste à publier. Donc, on disait qu'on allait partager ces résultats avec l'ensemble de ceux qui sont dans le domaine de l'IA. Les données restent disponibles. Nous avons fait une base de données, ça peut être partagé. Et aussi un rappel sur la plateforme RoboFlow, ce type de données est disponible, gratuit, d'autres même déjà annotés. On peut consulter puis pouvoir prélever et utiliser quand on veut. OK, merci. OK, merci, M. Koulibaly. Vraiment, c'était très intéressant. Hein? En tout cas, on a beaucoup appris. Je suis sûr que ceux qui sont aussi dans ce mythe-là, ce Zoom-là, ils ont beaucoup appris également. Ça va sûrement les donner des idées. Je profite à ceux qui ont des questions à poser à M. Koulibaly. Bon, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez soit lever la main et puis poser vos questions, ou bien poser vos questions dans le chat. Il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est l'occasion. Je pense qu'il est là. Il ne faut pas rater cette occasion-là de poser des questions. Mais peut-être je vais peut-être poser une question sur les données. Vous avez déjà parlé de l'accès aux données là. Je sais que depuis le début de la conférence, depuis le 24, on parle de données, de l'accès aux données. Peut-être vous pouvez partager avec l'audience ici comment vous êtes pris pour avoir plus de 9000, voilà, c'est quand même pas mal. Peut-être vous pouvez partager cette expérience-là. Et puis, pour ceux qui ont des problèmes pour collecter les données, ça peut vraiment les aider. Donc, en attendant, en tout cas, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à vous préparer pour les poser ou les mettre dans le chat. Donc, voici M. Koulibaly. OK. Merci beaucoup, M. Bazongo. Alors, pour l'expérience par rapport à l'acquisition de données, bon, il faut dire qu'ici, nous avons un peu d'autonomie, étant donné que dans le drone, il suffit qu'on ait une autorisation simplement de survoler un tronçon. Le drone peut collecter en une journée, si ce n'est pas en termes de batterie, le drone peut nous collecter plus de milliers d'images. Ça, c'est une chose. Deuxième élément qu'il faut ajouter, j'ai dit sur la plateforme RoboFlow, pour ceux qui connaissent un peu, je pense que les données sont accessibles, ce type de données. D'autres même déjà annotés, d'autres ont déjà été pré-entraînés, qu'on peut prendre et puis pouvoir exploiter. Il suffit juste ces derniers trucs scientifiques de citer la source. Sinon, ce RoboFlow, la plateforme là, fournit un grand nombre de données, comme ce ne sont pas les données sensibles dans ce genre de cas-là. Donc, des nids de poules, des données de route, du trafic, dans beaucoup d'autres domaines, hein, sur la plateforme RoboFlow, c'est disponible. Et ici, nous avons combiné une partie, donc, ces données accessibles là, et le reste des données, nous avons pris, par exemple, les 6000 et quelques que nous avons collectés à travers drone. Donc, nous avons pris une semaine pour pouvoir collecter. Mais le vrai problème ici, c'était bon, l'acquisition. Comme le drone est beaucoup plus réglementé, il fallait avoir donc une autorisation. Ils ont dû nous repousser vers les, je vais dire quoi, les zones un peu qui ne sont pas proches des grandes villes pour pas aller faire la collecte là-bas et puis pouvoir approcher. De toute façon, on travaille avec l'agence du Sénégal ici, qui donc travaille sur les systèmes routiers. Ils disent si le résultat est probant, et donc c'est pourquoi ils nous ont permis donc de déployer et qu'ils vont pouvoir donc exploiter ça pour pouvoir donc faire les travaux d'inspection des routes, et ainsi de suite. Donc, nous avons deux moyens. Nous avons exploité, par exemple, la plateforme RoboFlow pour collecter un certain nombre de données, en tout cas, content qui tend vers ce que nous voulons. Parce que si c'est la route, ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est là où il y a les dégradations. Donc, il suffit de mettre un nid de poule. Nous avons eu un grand nombre de données disponibles là-bas et la grande partie, nous avons collecté à travers des drones. C'est comme le dire, nous aussi, après ça, on va partager sur la même plateforme là, les données, une partie annotée et une partie laissée libre pour permettre à d'autres chercheurs, quand ils en ont besoin, de pouvoir prélever ça là-bas. OK, donc je vais vous laisser, coordonner la partie des questions. Je vois déjà des mains levées. Donc, ce que vous pouvez y aller. Voilà, vous avez le champ libre. OK. Le premier à lever la main, oui, monsieur Yaouvi. Oui, allô? Oui. OK, bonjour. Bonjour. Voilà, merci à vous pour votre présentation. Même si, comparé pour le jury, c'est un peu technique. Et ce que je voulais demander, c'est un peu lié à la question comment on appelle, du modérateur et l'acquisition des données. Vous avez un drone, mais moi, j'aimerais savoir si vous avez
penser, par exemple, utiliser les données satellitaires open source, telles que Landsat, Sentinel et autres, pour pouvoir voir la possibilité de détecter voilà, ces nids de poules au niveau des voies à partir de ces, comment on appelle, de ces images, je veux dire, assez libres. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Maintenant, peut-être comparer à ce que les drones vont vous fournir. Parce que quelquefois, même chez nous, quand on parle de l'acquisition de drones, on trouve que c'est un peu cher. Mais bon, je sais qu'au niveau des données open source, il y a quand même des possibilités. Mais je ne sais pas si vous avez exploré l'aspect où ce n'est vraiment pas possible. Merci. OK. Merci. Alors, en lien avec cette question, effectivement, oui, c'est pourquoi je dis que nous avons utilisé des données pluri parce que les sources là étaient différentes. Il y a une partie des données qui étaient juste des images des caméras simples, c'est-à-dire soit à téléphone ou appareil photo que les gens ont collecté. Et nous avons pris une partie aussi des données satellitaires. La différence et la difficulté au niveau des images satellitaires, soit on tombe sur une plateforme où ça ne comporte que la portion des routes, parce que les satellites en général peuvent donner toutes sous forme de cartes. Et quand c'est sous forme de cartes, c'est à nous encore d'arriver à découper les images là pour prendre rien que la partie concernant donc la petite route, c'est-à-dire les routes. Or que nous, c'est la partie de route dont on a besoin ici. Sinon, on a pris une partie des images satellitaires, mais là, il fallait en petite quantité parce que nous-mêmes, on était obligés de faire parce que ça prenait en compte beaucoup le paysage à côté, les arbustes et autres. Or que nous, c'est le tronçon de la route qui nous intéressait pour pouvoir donc localiser nos cibles, les dégradations. Sinon, nous avons utilisé une partie d'images satellitaires, une partie des images simples collectées, je ne sais pas, avec des caméras. Hein. Les tailles là sont autour de 640 et suite. Ça fait que ce modèle-là accepte tout ça. Oui, c'est disponible. Donc, pour le drone, comme on l'a dit, c'est un peu réglementé et tant qu'on n'a pas d'autorisation, on ne peut pas survoler les zones comme on peut, sauf dans les milieux un peu ruraux. C'est ça. Nous avons utilisé les données satellitaires. OK, merci beaucoup. Deuxièmement, Sana Alout. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je m'appelle Sana Alout. Je suis étudiant à Pékin et dans le domaine, un master dans le domaine de computer vision. Ma question, c'est par rapport au modèle que vous avez présenté. Je voulais savoir si genre, vous avez eu train avec ces différents modèles-là et puis faire la comparaison ou bien c'est juste les données que vous avez vues ou bien collecter genre les données disponibles que vous avez vues et puis vous avez fait la comparaison et puis choisi YOLO V8 là. Ou bien vous avez traîné votre modèle et vous avez utilisé ces différents modèles-là. Je pense que c'est trois que vous avez présenté, le FAST RCNN et puis le SSD et puis le YOLO V8 là. Je ne sais pas si vous avez utilisé les trois et puis faire la comparaison et puis voir que l'autre là, c'est ça qui était mieux ou bien c'est bon. Je ne sais pas si vous avez directement utilisé YOLO V8 là. OK. Merci. OK, merci pour la question. Oui, nous n'avons pas utilisé tous les trois. Les phases externes, on avait déjà utilisé pour des projets antérieurs avant d'être confronté aux problèmes donc, liés à la rapidité et à la précision. Mais pour cette fois-ci, comme je dis sur la plateforme déjà, sur RoboFlow, quand vous prenez un type de dataset, la personne a déjà annoté ces images. Ils ont fait un pré-entraînement où on donne les taux de précision en fonction du type de modèle utilisé. Par exemple, on donne pour le SSD, on peut donner pour le YOLO, et à nous de comparer et puis voir. Mais nous, nous avons par exemple utilisé pour notre cas personnel le SSD et puis il faut dire, comme je l'ai dit, les deux là avoisinent en termes de performance, le SSD et puis le YOLO V8. Peut-être que le YOLO V8, comme il venait de sortir, nous avons voulu expérimenter ça parce que lui, ce qui garantit, c'est la rapidité dans le traitement, un peu relativement par rapport au SSD. Alors que le SSD, en termes de précision, il est un peu avancé. En tout cas, si c'était les autres versions de YOLO, il est carrément avancé par rapport aux autres versions en termes de précision. Mais par rapport au 8, il s'étalonne en fait pas. On a étudié les deux. Bon, j'ai préféré cette fois-ci expérimenter pour le YOLO V8 comme ça venait de sortir. Mais les phases externes, cette fois-ci, non, on n'a pas exploité ça. Mais dans les projets, on a eu à utiliser et comparer en termes de performance. Je pense que le YOLO là le dépasse actuellement. Merci. Merci. Merci.
sais pas s'il y a d'autres intervenants. OK, Monsieur Voilà, Bazongo. voilà. Donc, surtout, voilà, merci beaucoup. Je vois que il n'y a pas aussi de questions dans le chat. Mais vous avez parlé de la suite et après ce projet. C'est quoi la suite au Burkina après ce projet-là? Alors, ici, déjà, nous avons travaillé en partenariat avec l'agence autonome de régulation des services routiers. Eux, ils ont demandé à ce qu'on déploie ça pour eux. Et donc, ils vont désormais travailler, au lieu d'envoyer les équipes en province sur les terrains pour pouvoir collecter. Donc, c'est un premier pas ici. On est à la phase de déploiement ici pour pouvoir faire dans les collectes, parce que ici, quand même, le drone est autorisé à un certain niveau donné. Maintenant, le Burkina, comme nous, notre moyen de collecte, là, c'est le drone. C'est-à-dire, en fonction du contexte, c'est de dire d'abord, il faut passer par les services liés à l'urbanisme. Et puis, le drone est un autre domaine en lien avec la situation sécuritaire. Est-ce que ça sera autorisé? Parce qu'il n'arrive pas que ça ne manque pas et qu'on ait des problèmes. Nous étions dans nos collectes, des gens sont en train de passer, ils ont vu, ils étaient obligés de stationner pour venir nous demander de quel droit nous pouvons nous permettre donc de survoler. Il faut là monter notre autorisation. Et puis, tout ce qui a trait à ça pour pouvoir justifier le fait qu'on veut collecter pour faire un type. Imagine dans les cas, dans notre pays actuellement, mais tu dirais que c'est possible, puisque nous étions là pour une conférence, comme je l'ai dit, dans le mois de janvier. Je pense que pour ce que ça donnera comme résultat ici, en fonction de l'évolution des situations, ça pourrait être aussi utilisé, pourquoi pas dans d'autres coins, pour pas avoir ce type de moyens en tout cas. Ok, il y a pas. Donc, je vois qu'il y a il y a toujours des soucis de réglementation qui sont là. Voilà, surtout la réglementation en lien avec le drone, là, c'est strict. Et vu notre contexte sécuritaire, Oui. c'est surtout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train de demander peut-être votre contact. Comment on peut vous contacter, Monsieur Coulibaly? Bon, je peux mettre mon adresse mail et puis le numéro WhatsApp. Je suis dans le groupe WhatsApp avec un numéro. Je peux mettre aussi l'adresse mail. J'ai un compte LinkedIn. Je peux mettre Adama Coulibaly simplement, vous verrez ça. Ok, Mais je peux mettre donc, le numéro WhatsApp, l'adresse mail également, c'est dans le chat. voilà. Donc, vous allez mettre ça dans le chat. Et puis, pour ceux qui veulent peut-être vous contacter pour la suite, là, ils pourront le faire. Et puis, je suppose que c'est vrai que ça concerne les routes, mais peut-être que ça peut être réadapté pour autre chose, je ne sais pas. Alors, on peut l'appliquer à beaucoup de domaines. Voilà. Donc, comme je disais, on était là oui. en janvier, là, bon, ça c'était c'était les drones, mais c'était pour la détection des mines explosives, là, des explosifs enterrés. Voilà, donc maintenant c'est facile. Ok, donc je suppose qu'en fait, ça dépend des données qu'on a et puis on peut réadapter pour, voilà. C'est ça. Parce qu'en fonction du type, ici, on prenons juste une caméra RGB, or que dans le cas des mines, c'était des types de caméras infrarouges thermiques pour pouvoir donc implanter et donc arriver à détecter dans le sous-sol. Ok. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a l'adresse email de M. Coulibaly. Donc, vous pouvez vraiment copier et puis vous pouvez toujours demander ça dans le groupe WhatsApp. Et puis voilà. Donc, il y a aussi son WhatsApp qui est là. Voilà, donc merci M. Coulibaly. Je pense ça c'est vraiment intéressant. Ça a été enregistré, donc on va encore poster ça sur YouTube et puis ceux qui sont intéressés pourront suivre. Voilà. Donc, voilà, merci à tous pour cette matinée-là, cette matinée de conférence.